Bernard Arnault est le 4e homme le plus riche du monde. Sa fortune colossale est estimée à plus de 60 milliards d'euros. Il est notamment propriétaire des quotidiens Le Parisien et Les Échos. Et à ce titre, le milliardaire touche 12 millions d'euros d'aide de l'État chaque année. Cet argent, c'est celui des contribuables français, c'est le vôtre. Alors, reprenez le pouvoir, donnez à la presse que vous aimez, donnez à TV Liberté. Chers amis de TV Liberté, nous partons au cinéma tous deux. Nous sommes en effectif réduit aujourd'hui, mais de poids parce que vous avez vu beaucoup de films et moi aussi. Alors, commençons peut-être par ceux que vous avez vus. Alors, moi, je suis allée, suite à ce que vous aviez dit, je suis allée voir Un homme pressé, que vous aviez été réservé. Mais moi, je suis une passionnée de Lucchini. Je trouve qu'il manie la langue. Bon. Et là, c'est très extraordinaire de voir un homme qui manie la langue, qui joue avec sa langue, et qui est un commercial, et qui dirige une société, et qui utilise son verbe sans arrêt, être bloqué par cet AVC, qui est léger, hein, parce que c'est la version très très légère des AVC. Et le voilà qui sort des mots et qui n'est pas compris. On se croirait dans un conte de fées, en fait. Alors, ça donne lieu à des jeux de mots très drôles. L'orthophoniste qui devient la psychopathe. La comédie française qui devient la comédie sans fraises. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Donc, déjà, ça, c'est très, très bon. Mais en réalité, c'est le drame de l'absence de communication qui est traité derrière cet AVC. Et pas le seul homme pressé, pas le seul homme d'affaires. En fait, cet homme d'affaires n'avait déjà plus de communication avec son entourage, avec sa fille, puisqu'il se noyait dans le travail, puisqu'il avait perdu sa femme. Cette fille charmante qui peut enfin s'occuper de son père, qui est alité et qui dépend d'elle, et qui lui donne ce petit carnet sur lequel il va pouvoir écrire. Donc, elle peut enfin communiquer. La psychothérapeute, l'orthophoniste, elle a ce problème effroyable d'absence de relation avec sa mère. Je n'en dis pas plus. Et l'infirmier, qui est un personnage très drôle, mais qui est très profond, qui fait le pitre pour déclarer cet amour à cette orthophoniste qui ne veut pas l'entendre puisqu'elle est centrée sur son problème de mère. Donc c'est assez profond en fait comme film. C'est vraiment tout en étant gai, léger et sans lourdeur. C'est vraiment le drame de l'absence de communication chez les uns et les autres. Sur le cahier des charges et sur tout ce qui est écrit dans le scénario, c'est ça. Moi, je trouve que l'exécution est nettement moins bonne. Et vous parliez en disant qu'il n'y avait pas de lourdeur. Justement, je trouve qu'il y a beaucoup de lourdeur sur la deuxième partie, la partie justement qui est plus mélancolique, qui traite des sujets plus de fond. La partie humoristique et la partie comique est bien réussie parce que déjà, le génie, c'est de l'homme du verbe, Lucchini, qu'on transforme en une personne qui ne sait plus parler. Rien que le principe, voilà. Après, il fait du Lucchini, donc ceux qui aiment Lucchini vont aimer ça parce qu'on aime Lucchini pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. Et là, il a une dimension un peu plus profonde par rapport à d'autres films et c'est pas inintéressant. Mais je trouve, et puis là, voilà, la comédie supporte très bien la caricature. Plus on est caricatural, plus c'est drôle, quand c'est bien exécuté. Le mélo, c'est l'inverse. Le mélo, c'est de la finesse. Et il y a une scène dans le film qui est pour moi une réussite du mélo, mais qu'il n'arrive pas à tenir le réalisateur ensuite pendant tout le film. Il y a un passif avec la femme de Lucchini, on ne sait pas quoi, et en rentrant de l'hôpital après son AVC, il va juste ouvrir une porte, on va voir cette pièce-là, il va la refermer. Ça suffit, on a compris ce qui s'est passé. Juste cette scène-là. Et ça, voilà, c'est très beau. Et le problème, c'est que tout le reste, ensuite, va être surappuyé. Il y a une musique hyper pompeuse, il y a des drones qui volent sans arrêt, c'est sursouligné, surappuyé tout le temps. Et
Et voilà, c'est ça qui m'a dérangé. Je trouvais que l'exécution n'était pas au rendez-vous. C'était un peu trop dégoulinant de bons sentiments. C'est quand même très touchant de voir ce type qui s'est jamais occupé de personne, qui se met à saluer son chien, qui se met à acheter une revue sur Saint-Jacques, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle à sa fille parce qu'elle veut y partir, qui est désespéré parce qu'il rate un rendez-vous important pour sa fille. J'ai trouvé que c'était des petites touches de grande finesse et qui montrent bien que faire attention aux autres, c'est pas si évident pour un certain nombre de gens. Non, mais sur le sujet, sur le fond, il n'y a rien à dire. En tout cas, on peut y aller. Et on peut y aller en famille, ce qui est quand même bien agréable. C'est pas nocif. Donc j'ai vu 4 films. Donc le premier, c'est Jean-Christophe et Winnie, et donc qui est en fait la suite de Winnie l'ourson. Donc on est en Angleterre, Jean-Christophe a grandi, c'est le plus petit garçon qui se baladait dans la forêt des rêves bleus avec ses amis. Il est devenu adulte, il a un boulot hyper prenant, il ne voit pas sa femme, il ne voit pas sa fille. Et Winnie l'ourson va le trouver. Donc la première partie est très intéressante parce qu'elle est très osée. Pour ceux qui connaissent Winnie l'ourson, il y a toujours une mélancolie dans Winnie l'ourson. C'est pas le dessin, le livre et le dessin animé qui sont toujours très gais. Rien que par l'âne bourriquet qui est toujours dépressif, il y a une mélancolie qui traîne comme ça. Et en fait là, il va, dans cette première partie de son film, il va appuyer beaucoup là-dessus. Il y a une mélancolie qui est très présente, il y a un désenchantement de l'adulte, de l'enfant devenu adulte, il y a une vraie noirceur et des angoisses existentielles. Donc c'est vraiment un film qui est plutôt destiné aux adultes. Oui, c'est pas pour enfants. Mais qui est porté par une photographie qui est sublime, avec un mélange des couleurs et de textures qui sont très réussies. Et la deuxième partie, pour le coup, la moitié du film, on bascule dans un univers beaucoup plus enfantin. Avec du classique Walt Disney gentil. Et donc on pense un peu à Mary Poppins, parce que déjà ça se passe essentiellement aux années 50, et parce qu'on a le désenchantement et l'émerveillement. Et le problème de ce Winnie l'ourson-là, c'est que les deux sont traités en parallèle. Ils ne se croisent jamais. Mary Poppins, c'était toujours entrecroisé. On passait du désenchantement à l'émerveillement sans arrêt, et ça parlait aux enfants comme aux adultes. Et là, c'est juste deux parties qui sont parallèles, qui ne se croisent pas. Donc là, j'ai trouvé très osé la première partie et vraiment intéressante. Et la deuxième qui est plutôt attendue, mais le mélange des deux fait un truc très bancal, très déséquilibré. D'accord. Alors j'ai vu un deuxième film qui s'appelle Le Roi hors la loi et qui est distribué par Netflix, vous savez, le grand mastodonte américain, et qui est distribué et donc qui n'est pas au cinéma, qui est pour les abonnés de Netflix, mais avec des très grands moyens et qui est fait par un réalisateur qui s'appelle David Mackenzie, qui est un grand cinéaste. Son dernier film s'appelait Comancheria, qui est un très grand film. Alors là, pour les fans de Braveheart, vous savez ce film sur William Wallace en Écosse. Que j'appelle Braveheart. Braveheart, pardon. Pardon pour question d'oreille. Oui, sinon, je ne vous reconnais pas. Ça n'a jamais été mon truc. Oui. On est à la mort, le lendemain de la mort de William Wallace. Ah oui. Et ça va être l'histoire de Robert Bruce, qui va devenir en une année roi d'Écosse, alors que c'est des Anglais, et puis hors la loi. C'est ça. Voilà, donc on est sur une espèce de fresque un peu médiévale, comme ça, qui a des allures de Braveheart. L'ouverture est vraiment bien. C'est-à-dire qu'on a une scène d'ouverture qui dure 10 minutes, qui est en plan séquence. Et dans ce plan séquence-là, qui est une prouesse technique cinématographique, le réalisateur expose très bien les enjeux. Le souci, c'est qu'ils sont parti pris et de coller à la terre. C'est vraiment, on est hyper réaliste, en rase-mode des Highlands, très terreux, très boueux, pour montrer que on n'est pas dans le grand romanesque qu'avait par instant Braveheart. Et le souci, c'est qu'en fait, on se fiche rapidement de ce qui va se passer. Ça dure 2 heures, le film a été amputé après une première projection de 20 minutes, et c'est peut-être dommage. Et on a des personnages qui sont, je trouve, très désincarnés, qui manquent de chair. Alors oui, on a des furies, on a des batailles bien mises en scène, on voit qu'il y a beaucoup de moyens, mais il n'y a pas de souffle romanesque. Et puis voilà, on se fiche de ce qui va se passer, des personnages, de ce qui va leur arriver. Donc pour moi, c'est un raté. C'est presque un jeu vidéo avec des scènes de bataille. Même pas, parce que les scènes de bataille, il y en a 2 dans le film, sur un film qui dure quand même 2 heures. Et je serais infoutu de vous dire sur les 2 heures ce qui s'est passé. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose, en fait. Donc voilà, on ne voit jamais rien, vous savez, Fabrice à Waterloo, il ne voyait rien. Donc c'est pas une réussite. Bon. J'ai 2 autres films français, un qui s'appelle Amanda, d'un jeune réalisateur qui s'appelle Michael Hirst, avec Vincent Lacoste et Stacy Martin. L'histoire se passe de nos jours, à Paris. C'est l'histoire de Vincent qui a 24 ans, qui vit au présent, qui est une sorte d'adolescent, qui jongle entre les petits boulots, qui n'a pas vraiment d'avenir et qui s'en fiche un peu. Et il va y avoir un attentat, et sa sœur aînée, sa seule sœur, va mourir. Il va se retrouver en charge de sa nièce qui s'appelle Amanda, qui a 7 ans. Ah oui, c'est ça. Donc c'est un sujet qui est très casse-gueule et qui pousse naturellement à la lourdeur. Et là, ce qui est très bien, c'est que le réalisateur en tire une fable qui est tout en délicatesse. On est dans ce qu'on mélange en plus les attentats.
Et le réalisateur est aussi à l'aise avec sa caméra pour filmer une scène vraiment d'horreur post-attentat que filmer un peu le chagrin muet de ses personnages. Alors il ne fait pas d'analyse politique dans son film, c'est pas son truc. Par contre, ce qui est intéressant et ce qui est assez rare au cinéma français aujourd'hui, c'est qu'il choisit d'affronter l'émotion frontalement. C'est encore plus casse-gueule. Et là, ça marche. Alors évidemment, parfois il y a des dérapages, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas très bien, mais ça marche parce qu'il y a une vraie sincérité et qu'il y a une vraie justesse de ses comédiens. Et donc il arrive à sublimer en fait la banalité du quotidien, parce que finalement c'est quelque chose de très banal, le deuil, la mort, l'angoisse existentielle, le lendemain c'est quelque chose de très banal, et il le sublime, et c'est un très 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 joli film. Très bien. Alors un autre film nettement moins réussi, et c'est dommage, s'appelle Les Filles du Soleil, d'Eva Husson avec Golshifteh Farahani et Emmanuel Berko, et qui raconte l'histoire de ces combattantes yézidis. Donc on est au Kurdistan, Bahar, une commandante du bataillon Les Filles du Soleil, va se préparer à libérer une ville qui est tenue par des islamistes. Et il y a une journaliste française, Mathilde, qui vient couvrir cet assaut. Honnêtement, en sortant de ce film, on se dit heureux les mépriser, quoi, parce qu'il y a vraiment pire que d'être ignoré, c'est ce film-là. Il faut, pendant le film, en fait, supporter écriture inclusive, inversement des codes, c'est-à-dire qu'en fait, le méchant musulman est en barbe taillée et déguisé en ninja, le gentil musulman est en barbe hirsute et djellaba. Le drapeau Daesh est effacé, il n'y a plus qu'un drapeau noir. D'ailleurs, on dit rarement Daesh, musulman extrémiste, on ne dit pas ça. Il y a des monologues putassiers, il y a du pathos vomitif. Honnêtement, c'est... Non, mais c'est... Vous avez beau le dire vite, c'est quand même très costaud. Mais ce film, c'est une souillure, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Bon. Eva Husson recycle en fait le courage de ces femmes yézidis, qui est un vrai sujet, qui est d'actu, et puis avec un vrai souffle cinématographique. C'est pas n'importe qui. Pour flatter les bas instincts d'espèces de néo-féministes castratrices qui sont un peu en manque d'amour, quoi. C'est-à-dire, commencer un film sur les femmes yézidis avec une écriture inclusive, mais le film était présenté à Cannes. Honnêtement, les deux seules récompenses qu'a mérité cette dope, c'est la honte et le déshonneur, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. C'est affligeant. Ce film est affligeant. Là, bon, elles sont bien habillées pour l'hiver. Merci. Je raille. Je raille. Ah oui, Alors, je suis allée voir Cold War, qui est ce film fait par le réalisateur polonais qui a fait Ida, que j'avais déjà beaucoup aimé. C'était un film d'une... la Pologne, si les gens de Bruxelles pouvaient le comprendre, reste quand même extrêmement marquée par l'occupation soviétique. C'est quand même curieux, je sais pas, on devrait leur donner à chacun un petit livre d'histoire, ou alors ils ne vont jamais au cinéma, parce que vous allez voir 2 films de ce réalisateur et vous avez compris ce qu'est le drame de la Pologne et les souvenirs de la Pologne aujourd'hui, la mémoire de la Pologne. Alors là, c'est un musicien qui traîne dans les campagnes de polonaises à la recherche des chants populaires pour monter un spectacle avec une assistante, et il repère une jeune polonaise et ça va être le coup de foudre. Et jeune polonaise qui est sous le coup d'une arrestation parce qu'elle a flanqué un coup de couteau à son père qui, dit-elle, la confondait avec sa mère. Coup de foudre, et c'est toute l'histoire de ce coup de foudre, du succès de cette troupe qui va se développer et de l'évolution de la troupe qui va tomber sous la domination du parti, bien sûr. Après avoir chanté les chants populaires, il va falloir chanter les grands du parti. Et l'évasion de ce musicien vers l'Europe et vers la France. Donc nous sommes dans les années 50. Et le refus de cette jeune femme de suivre l'homme qu'elle aime, et puis le retour. Enfin, je n'en dis pas plus parce que ça serait déflorer le sujet. Les images sont superbes. Frédéric avait insisté sur le noir et blanc et il avait raison. C'est fou ce qu'on fait avec du noir et blanc. Donc c'est un très très beau film. Il est remarquablement construit. L'une des premières scènes nous emmène dans un paysage dévasté avec les ruines d'une église dans lequel un athée qui vient de pisser contre un arbre rentre et on voit une fresque dont le bas du visage est abîmé, et on voit juste les yeux du Christ et on voit le Polonais qui se découvre. C'est une scène assez étonnante. Et
à la fin du film, on retourne devant cette très belle et vieille église ruinée par la guerre. Donc un très beau film à voir. Et puis je suis allée voir aussi Le Grand Bal. Et alors ça, c'est un documentaire de Laetitia Carton sur des milliers de gens qui, depuis 27 ans, se réunissent dans un petit village de l'Allier, sur un immense terrain très très plat, plusieurs tentes, et ils viennent pendant 8 jours danser. Danser et apprendre à danser. Le matin, il y a des cours. Alors chaque tente a sa particularité. Les danses de salon, les danses folkloriques, les danses bretonnes, les danses grecques. Et le soir, c'est grand bal, toujours avec des musiques différentes. Et les gens ne se connaissent pas, mais tout le monde danse. C'est un film d'une humanité fabuleuse. On voit ces gens qui se rencontrent et qui s'accordent le temps d'une danse. Il n'y a absolument aucune... Il y a le désir de danser et le désir de tendresse, parce que la danse est un rapprochement des corps, mais il n'y a pas d'érotisme brûlant. Tout le monde dort sous des tentes, des toutes petites tentes, il n'y a pas de scène rocambolesque. Ça doit arriver d'ailleurs, des gens qui se rencontrent, mais les réalisatrices n'en parlent pas. C'est un film qui fait du bien et qui montre que, eh bien, on manque de danse. C'est évident. Le fait de danser rendrait les Français bien plus heureux. Les sociétés anciennes dansaient. Elles dansaient toutes les fins de semaine. Elles dansaient après toutes les grandes fêtes carillonnées. Elles dansaient à la fin de toutes les récoltes, le blé, le vin. Et il faut écouter la chanson de Jacques Brel, les Flamandes, elles dansent. Et je crois que ce film apporte la preuve du bienfait de la danse. Et comme j'en suis persuadée, j'y suis allée et j'ai été absolument séduite. Voilà. Alors, nous avons... résumons, vous avez évoqué Jean-Christophe et Winnie, Amanda. Vous nous déconseillez Le Roi hors la loi et Les Filles du Soleil. Et moi, je vous invite vraiment à aller voir Un homme pressé, Cold War et Le Grand Bal. Et puis, une fois n'est pas coutume, j'ai un très joli spectacle à vous proposer d'opéra. C'est bien plus facile que d'aller à l'opéra. C'est au théâtre du Ranelagh pour les Parisiens, malheureusement, et la grande région Île-de-France. C'est au théâtre du Ranelagh, donc à la Muette. C'est un opéra de Rossini qui est monté par une compagnie lyrique qui s'appelle Opéra du Jour, qui a déjà donné Le Barbier de Séville l'an dernier. Cette troupe est menée par Isabelle Duboucher et Annie Paradis. Elles font des mises en scène extrêmement marrantes. Là, Cendrillon va se passer sur une plage. Et elles ont une fantaisie époustouflante. C'est très très bien chanté. Il y a là une dizaine de chanteurs. Il y a un piano sur la scène, le chœur de Grenelle. Que vous dire, la grande basse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Baptiste Jor. C'est vraiment un spectacle auquel conviez toute votre famille, tous vos amis. Vous serez éminemment heureux en sortant de cet opéra. Et en plus, les enfants qui n'ont pas jamais été en contact avec l'opéra seront sous le charme, je peux vous le certifier. Alors, c'est au Théâtre du Ranelagh, c'est les dimanches 2, 9 et 16 décembre, c'est à 11h du matin, et le mardi 4 décembre à 20h30. Allez-y et envoyez-moi, s'il vous plaît, sur annebrassier.fr, envoyez-moi vos réactions à ce spectacle. Nous serons très heureux. Merci beaucoup, Arthur. Merci, Anne. À la semaine prochaine, chers amis TV Liberté.
Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique livre, nous avons la chance de recevoir Jean Monneray pour un livre qui s'appelle Histoire cachée du Parti communiste algérien. C'est publié chez Via Romana, excellente maison d'édition. Et vous avez traité, cher Jean Monneray, dans la dernière partie de ce livre, l'affaire Maurice Audin. Affaire qui fait parler d'elle, puisque M. Macron est allé voir la veuve de Maurice Audin dernièrement, qu'il revient d'Algérie toujours avec des propos de plus en plus choquants pour un certain nombre d'acteurs toujours vivants de cette guerre et de cette guerre d'Algérie que l'on n'appelait pas guerre, on parlait des événements. Et je voudrais juste commencer par, pour camper le décor, lire cette lettre que j'ai trouvée sur Internet, sur le site de M. Hervé Cuesta, qui est un grand pied noir devant l'Éternel et qui a un très beau site. Et voilà je le connais bien. Et voilà cette lettre. J'avais 12 ans quand les terroristes du FLN, soutenus par Maurice Audin, déposaient leurs bombes dans les bus, les stades, les salles de spectacle et de concert et les brasseries d'Alger. J'avais 12 ans quand j'ai été confrontée au corps affreusement mutilé d'une femme rassemblée à la hâte sous son manteau, victime d'une poseuse de bombes du FLN, soutenue activement par Maurice Audin. J'avais 12 ans quand je retrouvais les parents d'un ami scout à l'hôpital Mustapha à Alger. Elle amputée au niveau du genou et lui amputé d'un pied. Victime d'une bombe placée dans un lampadaire à l'arrêt d'un bus par un terroriste du FLN, soutenu activement par Maurice Audin. J'avais 12 ans lorsqu'un ami de mon père, Mercier, syndicaliste CFTC au chemin de fer, algérien, a été lâchement abattu de 3 balles dans la tête par un terroriste du FLN soutenu activement par Maurice Audin. Voilà ce témoignage actuel et plein de vérité. Que se passe-t-il pour qu'aujourd'hui les victimes et les bourreaux soient amalgamés de la sorte? Il faut en effet revenir au contexte de cette époque. Le document que vous avez utilisé renvoie à juste titre aux attentats qui marquaient la ville d'Alger en 1956-57 et qui ont donné lieu subséquemment à l'intervention de l'armée française, notamment de la 10e division parachutiste, ce que l'on a appelé la bataille d'Alger. C'est au cours de cet épisode que Maurice Audin a été arrêté. Alors, si vous voulez, il y a une différence entre ce que je peux dire moi, qui suis historien, et ce que peuvent dire des gens qui ont vécu la chose, qui ont été victimes, etc. Je pense que Maurice Audin, il faut d'abord comprendre quel était son rôle, précisément. C'était un universitaire, ce n'était pas quelqu'un qui posait des bombes, ce n'était pas quelqu'un qui fabriquait des explosifs, mais en tant que membre du Parti communiste algérien, il était partisan de l'indépendance de l'Algérie. Les rapports entre le FLN et le PCA n'ont pas toujours été excellents, et alors à cette époque-là, ils ont beaucoup évolué, et un certain nombre de personnes militantes du Parti communiste algérien qui appartenaient à ce que l'on appelait les groupes de combat, les combattants de la libération, sont entrés dans les réseaux du FLN, car le FLN avait tout simplement exigé du Parti communiste algérien qu'il le fasse. Le rôle de Maurice Audin était un petit peu différent dans la mesure où il était un hébergeur. Il n'hébergeait pas, à ma connaissance, des terroristes, mais il a hébergé plusieurs dirigeants du Parti communiste algérien qui étaient clandestins. Si vous voulez, ce n'est pas anodin.
Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle il a été arrêté. Bien entendu, j'ajoute un mot tout de même. Je ne voudrais pas paraître excessivement nuancé, trop nuancé, parce qu'il est évident que les gens de cette organisation, le Parti communiste algérien, à l'époque étaient quelque chose d'extrêmement stalinien. Hein. Ce sont des gens qui étaient des inconditionnels. Nous sommes en 57. Oui. C'est la belle période. La déstalinisation, c'était encore tout frais. Bien sûr. Ces gens-là étaient aussi moralement responsables des prises de position qui avaient été les leurs en faveur de l'indépendance, contre le colonialisme, etc., etc. Donc il y avait au minimum une responsabilité morale. Pourquoi est-ce que le Parti communiste est toujours très très fort en France? Pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais dans les grands journaux? Il y a juste des journaux spécialisés ou alors quelques journaux beaucoup plus modestes n'évoquent jamais le sort de plus de 3000 disparus. Pourquoi on ne parle jamais des harkis massacrés? Et j'ai même vu que dans les récentes rencontres entre les harkis et le gouvernement, ils réclament un dédommagement pour les harkis en France, mais je veux dire, toutes les familles ont été endeuillées de façon effroyable. Alors vous parlez à quelqu'un qui si j'ose dire, milité pendant 30 ans pour faire reconnaître... Vous êtes vous-même d'origine pied-noir? Je suis pied-noir, je suis algérois. Et donc j'étais à Alger à l'époque où les fameux attentats dont nous venons de parler. Il aurait fallu parler aussi du casino de la Corniche, mais enfin, oui, on va en parler. Oui, je vivais à Alger à l'époque, alors je sais très bien quelle était l'atmosphère là-bas. Pour répondre à votre question, la question des harkis... pendant très longtemps, il y a eu purement et simplement le silence. Oui. Ce n'est ça fait maintenant environ une trentaine d'années, je me rappelle que la première manifestation de ce problème publiquement, de manière à toucher l'opinion publique, ça a été une grève de la faim de harkis, je crois, à l'église de la Madeleine. Ça remonte à plus de 30 ans déjà. Mais il est vrai qu'à partir de là, cette lutte s'est amplifiée et au point d'obtenir quelques... Vous savez, il y a le precium doloris, le prix de la douleur, ça n'existe pas. Hein. Certaines douleurs ne sont pas indemnisables. Non. Alors, donc, elles ne sont pas quantifiables en monnaie. Voilà. Donc il y a ça. Ceci dit, un certain nombre de choses ont été reconnues concernant les harkis. Mais, et puis, il faut parler aussi des Européens, parce qu'il n'y a pas eu que des harkis victimes du FLN et de la politique suivie par le général de Gaulle. Il y a aussi eu des Européens qui ont été enlevés. Près de 3000, vous l'avez dit. Le chiffre est grosso modo exact. Mais il faut savoir que la majorité de ces enlèvements, suivis de disparitions pour un très grand nombre d'entre elles, se sont produites après le 19 mars. Bien sûr. C'est-à-dire après le soi-disant cessez-le-feu d'Évian. Bien sûr. Là, nous rentrons dans les manifestations politiques qui n'ont strictement rien à voir avec la réalité. Mais pour rester en 56, donc le 20 juin 1956, le Front de Libération Nationale, donc FLN, déclenche dans les rues d'Alger une vague d'attentats aveugles contre les Européens. 2 rebelles sont pris les armes à la main. Ils sont exécutés à la prison Barberousse et en représailles, Ouamran, le chef de l'insurrection dans l'Algérois, ordonne d'abattre tout pied noir de 18 à 60 ans. Tout pied noir de 18 à 60 ans. L'expression était exactement n'importe quel pied noir de 18 à 60 ans. Et bien sûr, les femmes et les enfants sont compris dans le groupe. Ça, c'est quand même... qu'est-ce que c'est que ces gouvernements qui passent et qui répètent la même antienne en célébrant le FLN? Ils sont tenus, ils sont ligotés, ils ont trop besoin de pétrole. Qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord, je dois dire une chose, c'est que l'idéologie anticoloniale
s'est généralisé dans la classe politique française, à l'exception de quelques groupes. Mais dans ce que l'on peut appeler la classe politique française, l'idéologie anticoloniale s'est généralisée. J'en veux la preuve dans le fait que lorsque M. Sarkozy est allé en Algérie, il a fait des déclarations anticoloniales, prétendant que la colonisation était un système basé sur etc. etc. Jusqu'à Macron qui dit que c'est un crime contre l'humanité. Il a dit ça, voilà. Oui, et donc nous avons affaire à cet état d'esprit, de sorte que pour beaucoup de gens, et alors je n'ai pas besoin de dire que dans les médias, les grands médias, les médias dominants, c'est pratiquement la même chose. Les médias ont même précédé les hommes politiques dans ce domaine. C'est eux qui donnent le là. Exactement. Et comme eux sont tous pratiquement rouges, voilà. Si bien que rouge sang. Oui. Si bien que aujourd'hui nous assistons à une amplification de ce phénomène, puisque en consacrant en quelque sorte la culpabilité de la France, plutôt de l'armée française d'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, parce que c'est l'armée française qui est toujours mise sur la sellette, alors qu'à l'époque, il y avait un gouvernement socialiste, et ce que les militaires ont fait, c'était toujours sur l'ordre d'un gouvernement, de politique. Oui. Et ceci était escamoté. Oui, mais comme ce sont des socialistes, il faut qu'ils trouvent un responsable qui n'est pas eux. Et parmi eux, il faudrait toujours le rappeler, M. Mitterrand, qui était ministre de la Justice. Oui. Et donc qui a une responsabilité, en particulier dans l'exécution d'un certain nombre de militants du FLN. Bon. Mais on ne peut pas tout retracer en quelques minutes. Donc, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que dans les médias dominants, comme dans la classe politique, il est très mal vu, finalement, d'évoquer les crimes du FLN. Il est très mal vu d'évoquer le fait qu'il y ait des victimes du FLN. C'est-à-dire que tout se passe comme s'il n'y avait eu des victimes que dans un camp et que du fait de l'armée française. Oui, c'est une simplification étonnante. Mais est-ce que nous ne sommes pas prisonniers aussi de la célébration des actes terroristes pendant la dernière guerre mondiale? Tant qu'on dira que les actes terroristes, tant qu'on célébrera les actes terroristes, d'une certaine résistance sur le sol français, tout peuple qui veut se libérer sera amené à faire la même chose. Non, mais il y a une confusion qui est entretenue, je crois, délibérément par certains, entre terrorisme et résistance. Parce que le terrorisme que nous stigmatisons... Alors, il faut être très précis aussi. Hein. Le terrorisme actuel est un terrorisme sanglant, très sanglant, comme celui d'ailleurs qui a sévi en Algérie, qui consiste à s'en prendre systématiquement, non pas à des combattants, mais à des civils innocents. C'est-à-dire que toute personne appartenant à une ethnie, à une religion, ou à une population simplement, peut-être est une cible potentielle pour les terroristes, selon le principe bien connu dans leur esprit que la fin justifie les moyens. Et donc voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, si bien que ceux qui oublient de rappeler le contexte et ce contexte terroriste pour rendre hommage à telle ou telle victime de l'armée française, commettent, à mon avis, quelque chose d'assez... C'est une vilainie, parce que l'histoire ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas des blancs, du blanc et du noir, des bons et des mauvais. Et c'est imposer une propagande à tous ceux qui sont sur le sol français, d'origine algérienne, et qui nourrissent une haine effroyable, avec les conséquences que ça a. Et comment une société peut-elle vivre en nourrissant la haine d'une partie de sa population? Alors, je
Je ne dirais pas que tous les Algériens résidant en France ont la haine de la France. Non, bien sûr. Donc nous sommes bien d'accord. Mais dans les dernières générations, c'est le cas. Nous avons affaire à une propagande anticoloniale qui est massive et qui a envahi les médias, comme vous avez dit tout à l'heure, dominants. Nous avons une multitude d'émissions, notamment sur la guerre d'Algérie, qui étaient toutes anticoloniales, hostiles à l'armée française, hostiles aux pieds noirs, hostiles au rôle de la France en Afrique du Nord. C'est extrêmement dangereux parce que ces émissions, cette propagande, bien entendu, sont répandues dans les banlieues sensibles, dans les quartiers sensibles, et c'est extrêmement dangereux parce que les conséquences sur des jeunes qui n'ont pas connu tout ça, sur des cerveaux plus ou moins, comment dirais-je, ignorants, fragiles, les conséquences peuvent être très graves. Et si nous continuons comme ça, nous fabriquerons... les grands médias fabriqueront eux-mêmes des terroristes. Et la guerre civile. Que répondez-vous à cette propagande anticolonialiste? Bon, d'abord, je dirais deux choses. D'abord, l'Algérie, puisque c'est de l'Algérie qu'il s'agit, n'était pas une colonie. C'était une extension du territoire français, 3 départements. Donc, il faut savoir de quoi on parle et il ne faut pas confondre les choses. Alors, première chose. Mais ensuite, je dirais que la colonisation, si on entend par là la mise en valeur du pays, etc., n'a véritablement commencé, concernant l'Algérie, qu'en 1870. C'est qu'avant, nous avions affaire à des gens qui étaient soit l'Empire français, soit la monarchie, qui, eux, avaient une vision ethno-différentialiste. L'Algérie n'était pas considérée comme un territoire, c'était un territoire appartenant à la France. Conquis, mais ce n'était pas un territoire devant être assimilé à la France. C'est quelque chose, c'est une œuvre. C'est la République qui a... C'est la République en 1870, ça a été une œuvre républicaine. Il y a le regretté professeur Girardet a fait un livre là-dessus, L'idée coloniale en France, où il expliquait très bien qu'il avait une multitude de citations où tous les grands auteurs et responsables républicains, Gambetta, alors pas Clémenceau parce qu'il était anticolonial, mais enfin Gambetta... Ils voulaient tous, oui. Ferry aussi, je crois, non? Bien entendu, c'était Ferry, le Tonkinois, on l'appelait. Enfin, il y en a, mais je pourrais en citer beaucoup d'autres. Sarraut, même tous très favorables. Même Édouard Herriot, tous ces gens-là étaient à fond pour l'Empire français. Et alors, je ne dis pas que c'est les mêmes puisqu'ils ne sont plus là, mais enfin, c'est quand même les mêmes tendances, les mêmes partis souvent, qui nous expliquent aujourd'hui que c'était une horreur, la colonisation. C'était une horreur. Et compte tenu de la situation actuelle de l'Algérie, d'où les Français sont partis quand même il y a très longtemps, donc en 62. Est-ce qu'on peut dire que l'Algérie s'est développée, a continué à se développer comme elle se développait sous protectorat français, faut dire. Pas le protectorat. Non, c'est une expression. Oui. Là, je ne prends pas l'organisation administrative. Oui, mais bien entendu, sous la direction, vous voulez dire. Alors donc, non, c'est une catastrophe. Vous savez qu'il y a eu, pendant les 20 ans qui ont suivi l'indépendance de l'Algérie, il y a eu toute une propagande favorable à l'Algérie où on montrait ce pays comme le modèle que le tiers-monde devait suivre parce qu'il s'industrialisait. Tout ça était une plaisanterie, ça a été... C'était des villages Potemkin, en plus. Oui, alors en plus. Et alors donc, je me rappellerai toujours du Nouvel Observateur qui a tant soutenu le FLN à l'époque, qui, un jour, quand il y a eu les fameuses émeutes en 1983, je ne sais plus maintenant la date, 88, Alger avait titré « La catastrophe sanglante ». Alors ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont des anticolonialistes patentés qui ont diagnostiqué ceci concernant l'Algérie.
Et oui, pour le reste, nous savons ce que c'est. Et qu'est-ce que vous pensez de l'idée très belle de Jean Madiran, tout peuple ne reconnaissant pas l'apport bénéfique de celui qui l'a créé, puisqu'en fait les Français ont créé l'Algérie, ne peut pas se développer. Tout peuple qui ne reconnaît pas sa dette à l'égard d'un autre peuple ne peut se développer. Je pense qu'il y a du vrai dans ce que vous dites, parce que... C'est pas moi qui le dis, c'est Jean Madiran. Oui, Madiran. Si on compare avec le Maroc, qui est un pays qui malgré tout a avancé. Enfin, c'est un pays qui est respecté dans le monde. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes, même des problèmes graves. Bien sûr, oui. Mais même la Tunisie, il n'y a pas cette espèce d'antagonisme permanent, structurel, comment dirais-je, essentiel, qu'est l'hostilité à la France, l'hostilité à la période française, l'hostilité. C'est effectivement une très grande faiblesse pour les gens qui dirigent ce pays, car ils le maintiennent dans un état de non-progrès. Et comment se fait-il que sa veuve ait réussi depuis tant d'années à entretenir la flamme et arriver à ce résultat d'être connu? Un collège de Vitry-sur-Seine va porter le nom de Maurice Audin, et on dit c'est le premier, donc il y en aura d'autres. Il y a une place à Paris qui dans porte le 5e arrondissement, bien sûr, qui porte son nom. C'est parce qu'elle était universitaire et qu'elle connaissait bien les... à ma connaissance, elle ne l'était pas, mais lui était universitaire. Elle connaissait bien les rouages... Alors, il y a derrière le Parti communiste français, qui en a fait son affaire pendant 55 ans maintenant. Le Parti communiste. Et donc, qui a une influence encore aujourd'hui, et qui... Alors, ça veut dire, moi qui ai beaucoup soutenu des associations de victimes de la guerre d'Algérie, ça fait une très grande différence si vous avez un parti politique derrière, de l'argent, etc. Des avocats, des professionnels qui peuvent aider. Alors en ce qui concerne Madame Audin, il faut lui reconnaître aussi une certaine ténacité, mais il ne faut pas perdre de vue que tout le travail a été fait par le comité Maurice Audin. Et dans le comité Maurice Audin, il y avait, comment il s'appelle, Pierre... Vidal-Naquet, oui. Or, Vidal-Naquet, qui était d'opinion trotskiste, n'a jamais flanché là-dessus. Il s'était mis dans la tête de faire de l'affaire Audin une nouvelle affaire Dreyfus. Voilà, vous avez tout dit. Et puis, dernier propos, je voudrais attirer l'attention sur ce discrédit donc jeté sur l'armée française, qui a été terrible, et évoquer le livre que Vladimir Volkov a consacré à ce sujet, qui s'appelle Le Tortionnaire, puisque Vladimir Volkov lui-même était un officier présent dans cette guerre d'Algérie, et il s'est trouvé confronté. Décrit, explicité ce rôle de l'armée, et je me souviens de ses propos parce que je l'ai bien connu. Il était extrêmement lucide sur cette situation, mais il disait que le mal, il est en nous. Bien sûr. Alors, un mot, si vous voulez, sur ce point. On parle beaucoup de la torture. Quand on parle de la guerre d'Algérie, on parle beaucoup de la torture, de l'armée française, etc. Mais il y a une chose que j'en oublie de dire, et je suis heureux d'avoir l'occasion de le dire. 90% des officiers français étaient contre la torture. 90% des officiers ne l'ont pas pratiquée. Et donc, ça, c'était l'aspect essentiel du problème. Et aujourd'hui, on a fabriqué... Bien sûr, on a fabriqué un mensonge, mais en plus, moi, ce que j'ai retenu de ces entretiens avec Vladimir Volkov, c'était que quand il fallait obtenir les informations sur la bombe qui allait exploser le soir même au casino d'Alger, il fallait obtenir ces renseignements. Et ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose que je trouve absolument odieuse, c'est qu'on met en valeur ces techniques
pour obtenir des informations, mais qu'on ne parle jamais, strictement jamais, des tortures que le FLN a infligées aux harkis et aux Français d'Algérie. Tout se passe comme si la torture était le monopole des militaires. Essentiellement, par essence, les militaires français étaient des tortionnaires. Voilà. Ça, c'est la réécriture de l'histoire. La réécriture de l'histoire. C'est pour ça qu'il faut lire Histoire cachée du Parti communiste algérien de Jean Monneret, publié chez Via Romana, et bien expliquer tout cela sur ce triste sort de Maurice Audin, mais qui n'est pas pire que celui d'un grand nombre de Français d'Algérie et de harkis qui ont été massacrés dans des conditions monstrueuses. Il n'était qu'une des nombreuses victimes de ce conflit. On peut peut-être parler de ce qui s'est passé au Bataclan. Les rapports maintenant sortent pour dire que les victimes du Bataclan ont été sauvagement abîmées. Malheureusement, je n'en sais pas. Vous n'avez pas lu beaucoup plus. Ce rapport. J'ai entendu dire cela, mais mes compétences ne couvrent pas ce domaine. En tout cas, merci beaucoup Jean Monneret pour cette belle explication qui remet les choses en place. Nous essayons de remettre les pendules à l'heure. Merci Jean Monneret. Merci. Au revoir. À très vite, chers auditeurs. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique artistique, nous recevons un écrivain, un auteur de pièces de théâtre, un metteur en scène. Bonjour, Jean-Pierre Pelaez. Bonjour, Anne. Vous avez publié ce livre « Réflexions sur la création théâtrale en France, 1981-2016 » pour une renaissance du drame aux éditions L'Harmattan, avec une préface de notre ami Christian Combaz, de TV Liberté et d'autres lieux. Vous êtes un homme, en fait, qui dit la vérité. Vous me direz, pour un auteur de théâtre, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Mais justement, là, Gilles, le problème, c'est que vos comparses ne disent plus la vérité. Oui, c'est un peu ce qui se passe. Bon, ça, c'est une... Je ne sais pas s'il faut appeler ça une déformation. On ne devrait pas dire la vérité, mais j'ai toujours été comme ça. Je ne peux pas m'empêcher. C'est une de mes caractéristiques, dire la vérité. On ne se fait pas que des amis, vous l'imaginez. Notamment au théâtre. Notamment au théâtre. Oui, j'ai débuté d'ailleurs dans un centre dramatique qui est le sommet de la caricature du théâtre officiel. Mais au début, je ne savais pas. J'arrivais très naïvement. Puisque je n'ai jamais été acteur, je suis simplement écrivain, je suis venu au théâtre par l'écriture. Et donc, dans ce centre dramatique, j'ai tout de suite vu toutes les absurdités. Et donc, mon défaut, ça a été de les dire. En général, il faut se taire. Il faut se taire. Certaines personnes ne peuvent pas. Voilà, c'est mon malheur. Pas du tout, c'est en tout cas notre bonheur, parce que dans ce livre, vous nous rassérénez, et on se dit enfin un qui dit que le roi est nu et que cette création théâtrale en France est vraiment mal en point. Et vous dites que tout a commencé en 1981. Oui, alors pourquoi cette date de 1981 ? Vous l'avez compris tout de suite, c'est l'élection de François Mitterrand, c'est donc l'arrivée de Jack Lang au ministère de la Culture. Et là, il y a quand même un virage dans les moyens, évidemment, certains s'en sont réjouis. Oui, les mannes de pleuve. Oui, là, on double tout. Il y a d'ailleurs un metteur en scène, un de mes derniers metteurs en scène du Tartuffe Nouveau, là, écrit dans un de ses livres, que lorsque Jack Lang est arrivé, il a doublé les subventions de toutes les compagnies. Alors le problème, c'est que ceux qui avaient 0, vous savez que 2 fois 0 égale 0. Donc 2 fois 0, ceux qui avaient 100 000 avaient 200 000, etc. Voilà. Et donc, voilà. Donc l'argent a été multiplié. Et évidemment, comme la gauche avait été soutenue par tout le monde de la culture, enfin les milieux artistiques ont soutenu Mitterrand, Jack Lang,
Donc il fallait les récompenser. Et alors à ce moment-là, on a eu tout un réseau qui s'est créé. Qui s'est créé avec des affidés, on va dire. Voilà, ce des sont soumis. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire remonter quand même un petit peu plus loin? Les maisons de la culture d'André Malraux étaient quand même pas tristes. Oui. Quand Malraux a fondé ces maisons de la culture, y étaient joués, non pas Giraudoux, Anouilh ou Jean-Pierre Pélez, étaient joués Brecht. Là, j'étais peut-être même pas né. Faut que j'étais tout petit. Vous n'étiez pas encore auteur. Étaient jouées des pièces totalement orientées. Oui, il y avait un terreau déjà. Il y avait un terreau. C'était ce qu'on appelait le théâtre de banlieue. Ce théâtre un peu caricatural. Avec par exemple, vous avez des écrivains comme Vinavert qui ont écrit dans ce style-là. Vous voyez, c'était toujours le pauvre ouvrier opprimé. Enfin, c'était la lutte des classes. C'était très marxiste. Oui, donc il y avait. C'était un théâtre d'un ennui d'ailleurs. Donc finalement, la droite, mais vous le dites, la droite n'a pas fait mieux que la gauche. Non, si on peut appeler la droite André Malraux, qui va tout de même lutter contre Franco et contre le marxiste, enfin pour les marxistes en Espagne. Oui. Donc c'est un homme déjà bien typé. Oui, mais pour en revenir dans cette date de 1981, je crois que c'est là que ça explose. Ça explose. Alors il y a tout le réseau des centres dramatiques qui se développe, ce qu'on appelait la décentralisation. Qui n'en est pas une, parce que ça n'est pas de la décentralisation. Moi qui vis en province, je vois très bien les difficultés de la création en région. Premier mensonge. Voilà, premier mensonge. Pourquoi? Parce que l'argent vient de... L'argent vient de Paris. Et du ministère. Et il retourne à Paris. Ce sont des circuits. Donc les troupes, les pièces, enfin ou plutôt les spectacles, puisque il n'y a même plus de pièces quasiment. On en parlera. Ça c'est un travers. On ne sait même plus ce qu'on regarde de moment. Voilà. Donc ce circuit s'est développé. Alors la technocratie là-dessus a mis sa novlangue, vous voyez, alors on a des scènes conventionnées, des scènes croisées, des scènes de ceci, scènes de cela, enfin, vous avez le réseau des scènes nationales, mais tout ce petit monde, ils s'échangent tous entre les spectacles. Vous voyez, alors, vous avez un spectacle au centre dramatique, après il fait le tour des scènes nationales, vous voyez, ou dans un théâtre national, il part d'un théâtre national, il suit le réseau des scènes nationales. Et on ne veut surtout pas de création venant du privé. Un des derniers à avoir fait les frais à Montpellier, puisque je suis dans cette région, dans l'Hérault, Jean-Marie Besset, qui avait été nommé, qui était un des rares metteurs en scène, auteur plutôt, il est auteur, qui a été nommé à la tête d'un centre dramatique avec plutôt des appuis à droite. Mais je parle de la droite, c'est la droite républicaine. Voilà, disons qu'on ne sait plus. Le reste n'existe pas, entre le Parti socialiste et les républicains. Voilà, je ne vois pas de quoi vous parlez. Oui. Donc il était plutôt appuyé à cette droite-là, mais en fait, j'ai très bien vu qu'il était quand même dans le système. Et donc il a voulu travailler avec des théâtres privés. Et il a même pas tenu les 3 ans, je crois. Dès que Aurélie Filippetti est arrivée, parce que c'était Frédéric Mitterrand qui l'avait fait nommer. Dès que Aurélie Filippetti est arrivée, il a été remercié. Oui, mais ça c'est normal. Il n'est pas question que la manne publique tombe dans l'escarcelle d'un privé. C'est ça. Ils sont comme des... Je vais mesurer mes propos. Enfin, ils tiennent un budget. Ils ont le nez dans le pot de chocolat ou le pot de miel, et il n'est pas question que quelqu'un d'autre y mette son doigt. Ce sont des baronnies. Ce sont des baronnies. Ce système. Voilà. Alors, le directeur du centre dramatique local dans chaque région, ou du théâtre national, il y en a très peu, mais surtout des centres dramatiques, est une sorte de baron culturel. C'est un petit marquis. Donc... voilà, et tout passe par là. Et alors en plus, quand vous leur demandez des comptes, puisqu'en réalité c'est quand même votre argent, c'est notre argent. Mais oui, c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable. Contribuable populiste. Et il est capable... ça c'est vite, c'est pas bien. Il est capable de vous envoyer, pardonnez-moi l'expression, péter. Il est capable de vous rironner. Oui. Il est investi par l'État, donc par nous. Et il vous répond, d'ailleurs comme tous les fonctionnaires, dégagés. Oui, les DRAC, on y est reçu, j'ai été reçu souvent à la DRAC de Montpellier comme un chien.
Enfin, je veux dire que je crois qu'un chien doit être mieux reçu. Oui, donc, oui. Alors bon, sans vouloir exagérer mon importance, mais écoutez, je fais partie des gens qui écrivent le théâtre d'aujourd'hui, donc pourquoi ce mépris, pourquoi ça ne comprend pas. Oui, si, vous le dites, nul n'a de talent hormis oui, nous voilà, et les nôtres. C'est une réplique de d'Armande, voilà, de Molière d'Armande, dans Les Femmes savantes. qui est d'une actualité brûlante. Puisque c'est un circuit qui tourne en rond, l'entre-soi, il est triomphant. L'entre-soi, voilà. Alors, deuxième problème, c'est la réécriture. Vous parlez des multisotineries, c'est très joli. Vous inventez beaucoup de noms, de mots, et c'est très amusant. Les politiques artistes. Oui. Et les intellectètes. Oui, c'est vrai. Alors, les politiques artistes, on n'a pas besoin d'expliquer. sont des gens qui font plus de la politique que de l'art. Oui. Alors, ce sont en général des directeurs metteurs en scène. Qui travaillent pour l'avènement d'un monde nouveau. Oui, je ne sais pas. Je crois qu'ils commencent à plus y croire, parce qu'ils ont bien vu l'échec de leur... Oui. Mais bon, ils s'obstinent quand même. Donc, effectivement, on a des gens qui font autant de politique que de mise en scène ou de théâtre. Alors, c'est une sorte de propagande autour des spectacles et dans les spectacles. Vous voyez, alors, vous avez tous les chevaux de bataille, les vaches sacrées, je ne sais plus comment il faut dire, du système de gauche, de la pensée, de l'idéologie de gauche qui est triomphante dans ces lieux publics. C'est d'ailleurs ce que je leur reproche. Non pas que chacun peut avoir ses idées, je ne leur reproche pas d'être à gauche, je leur reproche d'empêcher la diversité de la création. Oui, et puis vous leur reprochez de nous ennuyer. Oui, parce que quand on a eu une thèse, on l'a compris, on n'a pas besoin qu'on nous la resserine. C'est ça qui est fatigant. Intellectuellement, c'est épuisant. Toujours les mêmes spectacles. Quand ils auront compris qu'ils nous en mouscaillaient. Oui, tout à fait. Alors, autre problème, c'est la réécriture des grands textes. Alors là, il se croit tout permis. Je dirais même pas réécriture, c'est une sorte de réactualisation, c'est par la mise en scène. En fait, tout le processus de gens qui sont en fait des déconstructeurs, puisque le théâtre a été déconstruit, en fait, pour ne pas dire détruit. C'est très à la mode depuis les années 80 et même avant, de déconstruire. Il y avait une ministre il n'y a pas longtemps, Madame Belkacem, pour ne pas la nommer, qui nous serinait, avec la déconstruction des stéréotypes. Voilà, il faut déconstruire les stéréotypes. Donc, il s'est agi de remplacer la pièce de théâtre, l'œuvre dramatique, par des spectacles, donc de la mise en scène. C'est en fait l'histoire du théâtre de ces 30 dernières années, c'est la prise du pouvoir par le metteur en scène. Alors, donc, ils ont utilisé deux moyens, parce qu'il fallait quand même qu'ils donnent l'illusion de faire de l'art. Deux moyens. Alors, le premier moyen, c'était effectivement donc, ce que vous dites, la réactualisation ou la réécriture des classiques. Alors, les malheureux qui ont fait les frais de cette mode sont Shakespeare. Alors là, Shakespeare, c'est le sommet. Alors, il a été mis à toutes les sauces que vous pouvez imaginer. Molière et Molière, surtout Shakespeare et Molière. Un peu moins Marivaux, Racine, mais Shakespeare et Molière, là, on atteint des sommets. Alors, donc, chaque metteur en scène propose sa vision de telle pièce de Molière. Donc, ça n'est plus le Tartuffe de Molière, c'est le Tartuffe de tel metteur en scène. Du Tartuffe contemporain, qui s'appelle... Alors, donc, ce que voyant... il y a 10-15 ans, je dis, mais ça, ces metteurs en scène veulent à tout prix réactualiser Molière. Bon, s'ils veulent réactualiser Molière, il n'y a qu'une façon de le faire, c'est de réécrire une nouvelle pièce. Voilà, d'écrire une nouvelle pièce. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé avec, et ça n'a pas eu le succès, enfin, interne, je veux dire, auprès des fonctionnaires. Auprès des fonctionnaires de la culture, ça n'a pas eu le succès que je n'espérais pas d'ailleurs. J'ai commencé avec c'était la pièce fétiche, les femmes savantes, bien sûr, les précieux, les Trisotins, etc. Que vous appelez les singes savants. Les singes savants, voilà. Donc, je décrivais le milieu de la culture, le milieu du théâtre. Le principe, c'était de garder les 5 actes de Molière, les alexandrins,
et l'ordre des scènes, ça suivait le canevas de Molière, mais la pièce est complètement réécrite. Elle se passe aujourd'hui avec des personnages d'aujourd'hui. Par exemple, Philamente, dans Les Singes savants, c'est la responsable de la drague de Montpellier. Aïe, 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 elle s'est reconnue. Non, non, c'est un personnage imaginaire. Ça n'était pas un personnage réel. Bon. Mais je lui avais donné cette fonction. Et Trissottin, c'était un metteur en scène qui venait proposer justement à la DRAC la revisitation, parce qu'il parle, voilà le terme qu'ils utilisent, revisitation. La revisitation des femmes savantes. Oui, c'est pas très joli, effectivement. Et j'ai continué avec le Tartuffe Nouveau, dans le Tartuffe Nouveau qui a un succès énorme. Et là, c'était toujours le milieu du théâtre? Ah non, alors, le Tartuffe Nouveau, c'est une satire des tartuffes d'aujourd'hui, à savoir les tartuffes médiatiques. Il y en a beaucoup. Vous savez, c'est ces gens qui voient la télévision montrer comme ils ont une belle âme. Ce sont des gens qui ont des bons sentiments. Exact. Ils ont repris toutes les valeurs chrétiennes tout en étant anticléricaux, antichrétiens. C'est extraordinaire. Exact. Et donc, voilà, ce type de personnage qui donne alors dans l'humanitaire, et ils vont sauver tous les malheureux de la terre, les sacs de riz, etc. Voilà, vous m'avez compris. Alors, ce n'est pas propre au théâtre, puisque à l'opéra, nous avons assisté aussi à la prise de pouvoir des metteurs en scène, les Olivier Py, des gens dangereux. Oui. Dangereux, je dirais comique. Dangereux. C'est dangereux pour le bonheur du spectateur, parce qu'on ne peut plus aller voir parce qu'ils sont tellement ridicules. Un opéra tranquillement en se disant on va avoir 3 heures de bonheur. Non, parce qu'il faut subir les fantasmes du metteur en scène. Mais je vous assure que oui, c'est vrai que moi je n'y vais quasiment pas, j'en ai assez de m'ennuyer. Sauf dans les très bons opéras de province, où là... on est plus à l'abri des bêtises, mais Par contre, je peux vous assurer qu'ils font mon bonheur, en le sens qu'il me faut énormément rire. Je ris beaucoup à la découverte de mon dernier fou rire, vient certainement d'un article qu'on m'a envoyé. C'est un metteur en scène dans un festival italien qui a réactualisé donc La Flûte enchantée de Mozart, un opéra. Et donc il a fait le serpent qui pique, qui attaque Tamino, au début de La Flûte enchantée, devient un bulldozer qui détruit un camp de migrants. C'est insensé. Mais on a eu aussi la fameuse Carmen qui tue Don José à la fin. Parce qu'on est dans une époque où les violences faites aux femmes sont quelque chose de... C'est pas bien du tout. Voilà, donc il faut... on ne peut plus l'admettre à l'opéra aussi. Donc c'est Carmen qui tue Don José. Alors, vous racontez aussi tous les petits arrangements financiers, les éditions Actes Sud, très d'actualité, qui éditent les pièces. C'est le ministre de la Culture. Qui édite les pièces de théâtre. Et si vous n'êtes pas édité par les Actes Sud, Sud, vous ne pouvez pas mettre en scène, créer une pièce. Quasiment, c'est l'éditeur qui chapeaute tous les rares auteurs, les quelques auteurs qui sont joués dans le théâtre public, sont tous publiés chez Actes Sud, quasiment. Et un ou deux satellites. Et alors, au centre du livre, vous rétablissez tout de même, vous élevez le débat et vous décrivez ce qu'est le théâtre. Le théâtre, manifestation matérielle et charnelle de la vérité ou du divin, ne peut se comprendre pleinement qu'à travers une cérémonie symbolisant et matérialisant cette ouverture au spectateur d'une autre dimension, resserrant son émotion, rendant de plus en plus dense sa perception, comme un triangle ou une pyramide. Cette triade le conduit de la base visible, lieu du spectacle éphémère, au texte qui réunit autour de lui les éléments visuels et sonores, puis de ce texte à la pointe du ressort dramatique, lieu de l'inspiration pure ou divine, source de l'œuvre et de son action.
là, vous rappelez quand même que c'est une cérémonie, le théâtre. Le fondement du théâtre qu'on a complètement oublié. Ce sont les Grecs qui ont inventé Bien le sûr, théâtre. c'est pour ça que j'ai choisi des masques. Oui. Donc, le théâtre, bon, il a été inventé vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et il est d'abord religieux. Et c'est religieux. Voilà. C'est-à-dire que c'était la rencontre des dieux et de la cité. À l'origine, il n'y a qu'un acteur. Et puis, donc c'est un dialogue entre les dieux et les citoyens d'Athènes, de la cité grecque. Et puis, ça devient un peu plus complexe et on a plusieurs acteurs. Et donc, c'est l'époque d'Échille, d'Euripide, d'Aristophane, puisqu'on différencie tragédie, comédie. Mais c'est une manifestation religieuse à l'origine. Et c'est resté quelque chose de religieux, le théâtre. C'est une ouverture sur le divin, sur le sacré. On en a fait un éparpillement. L'œuvre a été détruite, donc par ce... alors là, justement, il faudrait que je vous parle j'avais commencé tout à l'heure. La deuxième méthode de ces metteurs en scène qui ont pris le pouvoir au théâtre dans ces 30 dernières années. La deuxième méthode, en dehors du rabâchage des classiques, donc de leur réactualisation, ça a été le tout adaptable. C'est-à-dire que, voilà, on part du principe que n'importe quel texte est du théâtre. Voilà. Alors, on en arrive à des aberrations totales. Si vous consultez aujourd'hui une programmation de théâtre public, vous cherchez désespérément une pièce de théâtre. Vous avez c'est quelquefois réussi. J'ai vu Les Cavaliers de Kessel au théâtre, dans un petit théâtre privé. C'était quand même assez prenant. Oui, on peut arriver... C'était prenant. Mais... La plupart du temps, ça ne fonctionne pas. C'est probablement parce que c'était le texte de Kessel. Sûrement, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas, mais... Moi, tout ce que j'ai vu dans ce tout adaptable, ça ne fonctionne pas parce qu'en général, il n'y a pas l'action qui porte. On parlait du théâtre grec tout à l'heure. Le théâtre grec, bon, c'est vrai qu'il y a une confusion sur le terme théâtre, qui veut dire regarder, théao en grec, c'est l'équivalent de spectare en latin. Ça veut dire regarder, donc c'est ce qu'on regarde. Mais le théâtre a été fondé sur le drame, c'est-à-dire qu'on regardait un drame, drama, le mot grec drama, qui veut dire l'action. Donc avec ce tout adaptable, on a perdu toutes ces notions. Alors on donne dans un éparpillement. Le metteur en scène devient le démiurge du spectacle. Alors, il travaille avec des lumières, des objets, des accessoires, des vidéos, du numérique. Et le texte là-dedans devient, quand il y en a une sorte d'accessoire. Vous voyez, on se demande ce qu'on regarde. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la déconstruction, du théâtre, de la destruction. La nuit, c'est que s'ils ont su détruire, ces gens n'ont pas construit grand-chose. Voilà. Alors, il y a tout de même des pièces qui marchent. Votre pièce, Le Barillet. Oui. Donc, expliquez-nous ce que c'est que Le Barillet. Parce que les auditeurs vont pouvoir aller sur Internet voir des extraits. Oui, en fait, on a beaucoup parlé du théâtre public, mais je suis quasiment, très peu joué, ou pas du tout dans le théâtre public. Je suis une sorte de bête noire, je ne sais pas. C'est curieux, comme tout ce qui est public a tendance à ne pas fonctionner. Comment expliquez-vous ça ? Écoutez, je pense qu'on est une sorte d'union soviétique. Enfin, c'est un peu stalinien, le théâtre public en France. C'est très stalinien. Mais il n'y a pas que le théâtre, monsieur, encore une fois. L'éducation nationale est stalinienne. Il faut des écoles complètement libres. Tout devient... Tout ce qui est public, c'est... L'éducation nationale, là, c'est la pédagogie. Et la santé. C'est le tout adaptable. Et la santé, autre domaine. J'essaie de préserver la mienne pour ne pas tomber là-dedans. Alors le Barillet, on va terminer sur le Barillet. Puisque vous me parlez des pièces qui se jouent, voilà. Et là, d'ailleurs, c'est un exemple extraordinaire, le Barillet. À mes débuts, ça vient du moment où je débutais au théâtre. J'ai travaillé dans un centre dramatique, j'en parle d'autant mieux que j'ai connu pendant 2 ans ce milieu, de 3 ans. J'étais auteur résident dans un centre dramatique à Montpellier, et on m'avait commandé une pièce qui allait donner le Barillet. Donc, et je me rappelle, le directeur du centre dramatique à l'époque était le fameux Jérôme Savary. On ne voyait jamais, à droite à gauche, il prenait l'argent, puis montait ses pièces.
Et il y avait une deuxième... En fait, le centre dramatique était double. Il y avait le centre dramatique qui essayait de travailler un peu avec les gens de la région. Et puis, il y avait Savary qui, lui, prenait surtout l'argent. Il avait fait faillite à un moment. Il avait laissé un trou énorme. Et donc, j'avais écrit donc, cette pièce qui allait devenir Le Barillet, qui a été reportée à 2 reprises parce qu'il fallait monter. Il y avait des directives du ministère. Je me rappelle, il y avait le centenaire de Victor Hugo. Alors donc il fallait Victor Hugo. Il fallait monter une pièce de Victor Hugo, donc, mais ils n'ont pas monté Ruy Blas. Ils sont allés chercher une pièce totalement inconnue, qui n'avait plus été jouée depuis la création, qui s'appelle Mangerontil. Et pour cause. Voilà. Mais Mangerontil, c'est beau. C'est beau comme l'antique, on voit très bien. Voilà. Alors donc, Savary, au moment où la pièce doit se jouer, Savary démissionne. Arrive un autre directeur, metteur en scène évidemment, qui s'appelait Jacques Nichet, et à qui on fait passer ce texte, et qui dit que non, moi je ne veux pas monter ça, ça ne fonctionne pas, il m'écrit. Mais j'en suis à 7 rééditions et des milliers de représentations. Vous voyez, tellement ça ne fonctionnait pas. Ça devait fonctionner. Alors on est à l'absurdité totale, au point que j'ai fait un dossier avec ce Barillet, où j'ai recensé, enfin j'ai essayé, parce qu'il y en a tellement... toutes les représentations, tout ce qui a été fait, les traductions, les rééditions, les représentations à l'étranger, il y a eu une dizaine de pays étrangers qui l'ont monté. Ouais. Il n'y a pas une représentation dans le théâtre public qui a commandé ce texte, mais vous vous rendez compte? Alors j'envoie régulièrement au ministre de la Culture le dossier, alors le ministre qui me répond des imbécilités, ces lettres types... on peut résumer le Barillet. Le Barillet, oui. Donc, j'en reviens au Barillet, au fond. Alors, ça, en fait, il est question de pistolet. Voilà, c'est un ensemble. J'étais parti d'une idée que c'était le thème de la pièce, c'était des personnages qui trouvaient un revolver et qui, à partir de là, pensaient que c'était arrivé. Et donc, à partir de cette idée, j'ai commencé à faire des variations, puisque ça ne fonctionnait pas. Avec différentes utilisations de ce pistolet. Voilà, et ce sont des variations, mais comme dans les variations, vous savez, il y a un thème, et donc à chaque fois, le thème, c'est que ça doit finir à coup de revolver. Voilà, donc là. Et il y en a, alors il y a des scènes plus ou moins longues, il y en a 117 aujourd'hui. J'avais commencé à 36 à l'époque. Et puis comme ça a tellement bien marché, j'en ai écrit 43 de plus, que j'ai envoyé au fameux Jacques Nichet, le félicitant pour son jugement esthétique. Donc, et puis j'en ai écrit encore 21 en 2000 et 17 encore. Et donc on peut en voir des petits bouts sur Internet, oui, sur YouTube. Oui, on tape Jean-Pierre Pélaez, Le Barillet. Voilà, Le Barillet, on trouve énormément de choses. Eh bien, merci d'avoir poussé ce cri de colère, plein d'humour et plein de tristesse aussi, parce que il est bien dommage que, ne serait-ce que parce que les auteurs dramatiques qui ne font pas partie de cette caste du théâtre public ont du mal à vivre et que c'est pas très normal. Et qu'il y a une spoliation des fonds publics par... Oui, c'est une caste de metteurs en scène qui a mis le grappin sur tout cet argent qui était important, maintenant qui diminue, hein, bien sûr, comme partout. Mais ça reste quand même intéressant. Ça reste quand même intéressant. Merci beaucoup Jean-Pierre Pélaez. Merci à vous pour ces réflexions sur la création théâtrale en France 1981-2016 pour une renaissance du drame. Voilà, qui était le titre initial, et puis l'éditeur a voulu qu'on inverse. Drame au sens d'action, puisque vous n'êtes pas toujours adepte du drame désespéré. Vous êtes aussi un auteur comique. Oui, surtout j'écris beaucoup de choses drôles, satiriques. D'ailleurs, j'ai une autre pièce qui tombe, qui s'appelle Polyte Circus, que j'avais écrit pour France Culture. C'est Claude Pieplu qui l'avait créé. Et là, il y a une anecdote tellement drôle qu'il faut la raconter. C'est que les clowns qui sont en campagne électorale, sont des scènes de clowns en campagne électorale. Les clowns qui sont en campagne électorale, au bout de 2 scènes, en ont assez de se disputer pour se faire élire, surtout qu'après ils font la même chose. Donc ils décident de s'unir. Et le mouvement d'union qu'ils montent s'appelle En Marche. C'était en 2002. Et le président actuel a tellement aimé la pièce qu'il s'est tellement reconnu certainement qu'il
Il a repris ce... Et je lui ai demandé, donc, comme je vous disais, je lui ai réclamé quand il a été élu des droits d'auteur. Il m'a pris le nom de mes clowns et il n'a pas répondu. Absolument. Merci beaucoup, Jean-Pierre Merci Pélez. à vous, merci. À très vite, chers amis de TV Liberté.